Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jeanne, psychologue clinicienne au parcours aussi riche qu'inspirant. De Dakar à l'outre-mer, elle partage avec sincérité la diversité de ses expériences et les réflexions qu'elles ont suscitées. Nous abordons notamment l'impact de l'expatriation sur l'identité professionnelle, les enjeux liés aux études à distance, mais aussi les questionnements autour du métier de psychologue clinicien. Fatigabilité, décalage parfois entre la posture professionnelle et les besoins personnels, une réflexion autour d'une reconversion. Bref, il y a quelques années, Jeanne a justement choisi d'entreprendre une nouvelle expatriation, mais aussi un changement d'identité professionnelle, tout en restant étroitement liée au champ de la psychologie. Un témoignage inspirant qui invite à créer un parcours de vie à son image. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Jeanne. Bonjour. Comment vas-tu j'allais dire en cette matinée, mais en réalité il est 7h chez moi, mais chez toi la journée a bien débuté, n'est-ce pas? Exactement, il est déjà 15 heures. Ça, C'est c'est un le grand écart. défi. Oui, effectivement, ça demande un peu plus d'organisation, hein, d'accueillir des invités expatriés, mais je trouve ça tellement riche, puis ça me fait sortir de ma zone de confort, là. Ça te fait sortir du lit surtout. Exactement, mais tant qu'il y a un bon café, tout va bien. Puis j'ai surtout très hâte aussi qu'on puisse enregistrer cet épisode. Donc je connais un petit peu ton parcours, mais en réalité au niveau de l'expatriation professionnelle, etc., je ne connais pas tant. Puis donc je vais aussi, en même temps que nos auditeurs, en savoir plus. Puis voilà, j'en ai aucun doute que ça va être super intéressant vu les petits détails que j'ai déjà eus en amont. Peut-être pour commencer, pourrais-tu te présenter? Alors donc oui, donc je m'appelle Jeanne Coiffard, je suis psychologue de formation et depuis quelque temps je me consacre pleinement à mon podcast qui s'appelle La psy c'est pour les fous. Ok. Voilà, après je suis une femme de 40 ans, mariée avec deux enfants, une vie de famille très sympathique, je ne sais pas quoi dire d'autre. C'est déjà très très bien, on va pouvoir aller plus en détail. Donc merci pour cette belle présentation. Peut-être si on retourne un petit peu en arrière, donc tu as eu il y a plusieurs années un premier épisode d'expatriation professionnelle. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Absolument. Donc c'était en 2007, pardon. Je suis partie en 2007 et ça s'inscrit dans d'un contexte à particulier. Je vais essayer de le partager très très brièvement. Donc j'étais étudiante à ce moment-là. Donc j'avais commencé mes études par un IUT technique de commercialisation. Finalement, j'ai bifurqué, j'ai continué en allant à l'université sur la filière AES, administration économique et sociale. Donc en gros, du privé, je suis passée plutôt au public, pour la faire courte. Et pendant ce licence 3 master, j'ai découvert vraiment ce qu'était l'économie sociale et solidaire, pardon. Et là, je me suis dit, ah oui, voilà ce qu'on appelle le tiers secteur. Donc voilà un domaine dans lequel je pourrais avoir envie de travailler. Et en fait, avant de me dire, bah oui, je vais bosser dans le monde de la solidarité internationale, j'avais envie, entre guillemets, de m'expérimenter, c'est-à-dire de me mettre à l'épreuve et de dire, mais en fait, est-ce que, alors à l'époque, on parlait de Nord-Sud, je ne sais pas si c'est encore exactement, ou de pays en voie de développement, etc. J'ai des termes aujourd'hui, je ne sais pas trop, j'espère que ça a évolué, je ne sais pas. En tout cas, j'avais besoin un petit peu de me mettre à l'épreuve et de me dire, bah en fait, avant de te lancer dans des études, donc un Master 2 spécialisé en solidarité internationale, va donc voir un petit peu comment ça se passe. Et donc, a priori, j'avais pris la décision, parce que je connaissais quelqu'un, d'aller au Cap-Vert. Donc, j'avais prévu de partir en janvier 2007, c'est ça. Et donc, j'avais prévu de travailler les quelques mois avant de partir pour simplement payer mon billet d'avion et ma vie sur place. Et sauf que, en fait, j'ai travaillé un mois avec mon salaire au SMIC, là. Je reçois mon salaire, je traverse la rue, je sors du table, je traverse la rue, je m'arrête dans la première agence de voyage en face du travail, à Saint-Placide, à Paris. Et là, du coup, je demande le prix des billets d'avion pour le Cap-Vert, parce qu'à l'époque, il y avait Internet, mais c'était pas comme maintenant. Et là, le prix du billet était plus cher que le chèque que j'avais dans les mains.
Donc c'était problématique. Donc du coup, le Cap-Vert, ça va être un peu compliqué. Et finalement, en discutant comme ça, notamment avec une copine, elle me dit, mais écoute, t'as qu'à aller au Sénégal, c'est en face du Cap-Vert, et puis peut-être que les billets seront moins chers, et puis du Sénégal, tu pourras aller facilement au Cap-Vert. Et puis finalement, tout s'est mis en place. En plus, cette année-là, j'ai rencontré justement un musicien sénégalais. Je faisais aussi de la danse africaine. En 2006, il y a eu le festival du Rio Loco à Toulouse et c'était le Sénégal qui était à l'honneur. Enfin voilà, autant de petits signes que j'avais envie d'interpréter du haut de mes 20 ans. Et donc, j'ai pu me payer le billet pour le Sénégal parce qu'il coûtait moitié moins cher que pour le Cap-Vert. Et c'est comme ça que j'ai atterri au Sénégal. Et donc, en fait, j'avais un projet quand même. J'ai monté un projet d'échange scolaire entre l'école de mon village et l'école primaire de l'île de Gorée, parce que du coup, je suis allée m'installer à l'île de Gorée. Bon, bref, voilà. C'est comme ça que j'ai atterri pour la première fois en 2007 au Sénégal. Donc, j'ai passé 6 mois. Et puis, au bout de ces 6 mois, je me suis dit, bon, bah oui, c'est OK. Je me lance dans les études en solidarité internationale. Donc, ce que j'ai fait. Et puis, pour ce master, je suis allée faire mon stage. On avait monté une asso avec des jeunes de là-bas et des jeunes autour de moi en France. Et du coup, je suis retournée faire mon stage là-bas. Puis après, je suis rentrée en France. Et puis, j'ai décidé quand même d'aller m'installer là-bas parce que je m'y sentais bien. J'avais créé un petit univers autour de moi. Mais voilà, moi, j'ai une expatriation, entre guillemets, pas très classique. En tout cas, dans ma tête, quand j'entends le mot expatriation, j'imagine tout de suite une expatriation avec les services onusiens, avec du coup ou la Banque mondiale, ou le FMI, ou l'AFD, enfin voilà, tous ces grands organismes qui font que on paye le déménagement, une fois sur place, il y a la maison, la voiture, etc. Mais moi, j'ai jamais, même encore aujourd'hui, on en parlera tout à l'heure, j'ai jamais eu ce type d'expatriation. Néanmoins, j'ai cette expérience d'être français à l'étranger. Puis est-ce que justement, parce qu'effectivement, expatriation, immigration, on dirait qu'on a tous un petit peu des définitions différentes. À ce moment-là, est-ce que toi, tu t'imaginais sur le long terme à Dakar ? Pas vraiment, mais quand même, l'histoire a quand même duré 6 ans, enfin 8 ans si le point de départ c'est 2007, mais après je suis allée m'y installer vraiment fin 2009, et après de là j'ai vécu 6 ans quand même, c'est pas rien, c'est quand même une grosse tranche de vie. Donc non, il y avait un point de départ, mais j'avais pas d'a priori sur la durée en fait de ce séjour. Ok, mais tu t'es laissé porter un petit peu au fur et à mesure de tes aventures. Absolument. Je suis sûre que c'est comme ça qu'on a les meilleures surprises. En tout cas, voilà, ça s'est fait comme ça. J'ai commencé avec un premier boulot, puis j'ai évolué vers un autre, et puis encore un autre. Enfin voilà, en effet, je me suis laissée porter par les opportunités. Et fait quand même assez notable, c'est que j'ai rencontré l'homme qui est devenu mon mari, avec qui je suis depuis bientôt 15 ans. Donc ça a été quand même un sacré truc. Une belle surprise, effectivement. Une belle surprise, exactement. Donc on s'est rencontrés en 2011, on a vécu ensemble quelques années, et on est parti fin 2015. Ok. Puis au niveau professionnel, donc tu as mentionné un petit peu comment tu t'es adapté les premiers mois, premières années, si je puis dire. Est-ce qu'il y a eu d'autres changements significatifs par la suite ? Alors oui. J'expliquais tout à l'heure que j'avais besoin de m'expérimenter par rapport à ce master en solidarité internationale. Sauf qu'en fait, assez vite, petit entre parenthèses, j'avais 20 ans, j'étais très utopique, j'avais plein de principes, etc., etc. Aujourd'hui, ça serait peut-être un peu différent, mais en tout cas à l'époque. Et très vite, j'ai compris que justement, les fameux expatriés, là, dont on parle, en fait, c'était quand même des ultra privilégiés. Pour moi, c'était compliqué. Encore une fois, dans ma vision très utopique des choses, de me dire je vais travailler pour une organisation dont 75% du budget va aux frais de fonctionnement. Donc justement, va à payer les salaires, payer les maisons, payer les 4x4, payer les femmes de ménage, payer les chauffeurs, payer les gardiens, etc. etc. Parce qu'en tout cas, à Dakar, les gens qui travaillaient à l'ONU, parce qu'il y a beaucoup de services onusiens à Dakar, ils vivaient tous dans des conditions comme ça, avec des maisons
qui coûtaient très cher. Ils avaient tous, voilà, les voitures de fonction, les chauffeurs, les trucs, les machins. Donc en fait, déjà, indépendamment de leur salaire, rien que leur enveloppe de frais de fonctionnement, elle devait être de 4 ou 5 000 euros en fait. Mais Et je pour comprends moi, mieux excuse-moi, je t'ai coupé, mais je comprends mieux ta perception justement de l'expatriation, de ce qui se cache derrière, parce que oui, effectivement, ce que tu mentionnes, ça a l'air quand même plutôt intense, hein, très très privilégié. alors, en tout cas, c'est l'Afrique, donc c'est la France-Afrique. Donc là, on va pas faire de géopolitique maintenant, on va Ouais. pas rentrer là-dedans, mais en tout cas, moi, j'ai été confrontée à ça quand même. Et peut-être qu'aujourd'hui, les choses ont évolué. Voilà, on est presque 15 ans plus tard. Maintenant, c'est beaucoup moins évident, justement, d'avoir ces contrats d'expatriés. Ça a été Bon, régulé davantage. oui, et puis ils vont plutôt essayer de trouver des ressources locales, ce qui est une bonne chose. Oui, Voilà, les compétences, si on peut les trouver sur place, on va pas faire venir quelqu'un. En fait, c'est vrai que cette expatriation de cette manière-là, elle a beaucoup évolué. Où avant, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas les WhatsApp, etc. oui, Et donc, il fallait motiver les gens à aller travailler dans les organisations à l'autre bout du monde, à X heures d'avion, sans moyen de communication, etc. Donc, il n'y avait que le salaire et les avantages en nature qui pouvaient inciter les gens à tout oui. quitter, en fait. Maintenant, on monte dans un avion comme ça, il y a les WhatsApp, enfin, c'est plus la même chose, ça n'a plus rien à voir. Mais à l'époque, on était encore sur la fin de ça, donc c'est vrai que moi, j'avais quand même cette vision-là, ouais, un peu France-Afrique, quoi, qui était pour moi un peu dérangeante, et j'avais pas forcément envie de faire partie de ce système-là. Ok, donc là, clash de valeurs un petit peu, des illusions. Complet. Donc j'étais là, ok, super, j'ai un master en solidarité internationale, mais je ne vais pas travailler dans ce secteur parce que en fait, j'adhère pas trop au schmilblick. Et aussi parce que j'avais quand même compris que ces métiers, finalement, même si les missions sont louables, je vais pas bosser dessus. Et surtout, je me suis vite rendu compte que finalement, c'était des métiers très administratifs, pardon, quasi d'ordinateur, en fait, ce que moi j'appelle les boulots d'ordinateur. Et finalement, les gens qui travaillent dans les organisations comme ça, bah, en fait, elles sont derrière un ordinateur, à rédiger des rapports, etc. etc. Et certes, il y a un peu une dimension de terrain, mais qui est quand même très à la marge. Et donc finalement, je me suis dit, bah, si c'est pour rédiger des dossiers qui seront peut-être lus, c'est pas sûr, bon, le jeu en vaut pas trop la chandelle. Voilà, c'était un petit peu ça. Et bon, moi, je me suis beaucoup cherchée aussi en tant que personne. Souvent, j'ai été happée par le côté plus artistique en fait de ma personnalité. Et donc voilà, mon point d'entrée au Sénégal, ça a été d'animer des ateliers d'art plastique pour des enfants de 6 à 10 ans. Voilà, c'est comme ça que je suis rentrée au Sénégal, avec cette possibilité-là, cette opportunité-là, qui a duré une année scolaire, enfin même pas, parce que oui, c'est ça, à peu près une année scolaire. Et puis de là, j'ai eu l'opportunité d'intervenir en tant que formatrice en école de commerce. Du coup, d'abord une première, puis deux, puis trois, puis quatre, puis cinq, puis six. Après, j'étais un peu dans toutes les écoles. Une fois que j'ai eu fait ça pendant 1 an et demi, ok, c'est bon. J'avais un peu fait le tour de mon module. Donc, c'était communication interculturelle, pardon. C'était vraiment hyper intéressant. En fait, j'avais reçu ce module, moi. J'avais fait une année un petit peu supplémentaire à l'INALCO. L'INALCO, c'est l'Institut des langues et civilisations orientales. Et donc, j'avais commencé à apprendre le Wolof, enfin, continuer d'apprendre le Wolof là-bas. Et il y avait toute cette dimension très interculturelle. Enfin, c'était vraiment une année fantastique. On avait rencontré des intervenants justement du monde de la coopération, des journalistes qui étaient partis à travers le monde. Enfin, c'était une année absolument passionnante, très centrée sur l'interculturel. Et donc, il y avait eu ce module en communication interculturelle. Et donc, j'avais eu besoin de partager ce que j'avais reçu, en fait. J'ai un peu ce truc. Et puis, finalement, ça revient aujourd'hui avec la thérapie. C'est quand j'ai l'impression d'avoir énormément reçu quelque chose de la vie, comme si la vie m'avait fait un cadeau, c'est trop pour moi, donc il faut absolument que je redistribue. Enfin, il y a vraiment un truc un peu comme ça sur le donner-recevoir, où là, je considère que j'ai beaucoup reçu, ça m'a beaucoup apporté, donc il n'y a pas de raison que je garde ça pour moi, et donc j'ai besoin de le partager avec le monde, entre guillemets, quoi.
Et donc finalement, c'était l'occasion d'aller à la rencontre des étudiants en licence 1, 2, 3, enfin en première, deuxième année d'école de commerce et de pouvoir discuter de cette dimension-là avec eux. C'était vraiment passionnant. Voilà. Et puis de là, d'autres boulots. Enfin bon. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que la rencontre avec les étudiants, le fait de côtoyer les étudiants et de s'intéresser finalement à cette dimension interculturelle, mais quand on parle d'interculturel, c'est bon, regardons-nous d'abord qui on est, comment on fonctionne, pour pouvoir ensuite être en communication de manière efficiente avec l'autre. Et donc forcément, ça a amené des discussions, des débats, etc. Et très régulièrement, à la fin des cours, les étudiants m'attendaient, venaient me voir pour me parler de sujets très personnels. Ah waouh, il donnait à toi un peu d'eux. Oui, ou alors ils se disaient que voilà, de par ma posture, etc., j'allais pouvoir accueillir ce qu'ils avaient à me dire, j'allais être non jugeante parce que du coup, la société sénégalaise a, comme toutes les sociétés, a ses codes. Et puis moi, j'étais un petit peu... J'étais française, donc j'avais pas, en tout cas, je représentais pas, je symbolisais pas les codes de la société sénégalaise. Et donc, je pense qu'il y avait quelque chose comme ça où les étudiants venaient facilement à moi. Sauf que moi, j'étais bien démunie et bien impuissante à accueillir tout ça, toutes ces confidences, en me disant, ok, mais qu'est-ce que j'en fais? Je n'ai pas les outils, je n'ai vraiment pas les outils. Et c'est là qu'est revenue l'idée, l'envie, qui était déjà une idée que j'avais eue au moment du bac, de faire de la psychologie. Et c'est comme ça que je me suis lancée, tout en étant au Sénégal, dans des études à distance en psychologie. Waouh, je trouve que c'est tellement une belle histoire de comment la psychologie est réellement arrivée sur ta route. Complètement. Alors après, je pense que c'est quelque chose qui avait en trame de fond, on va dire ça comme ça. Mais c'est vraiment un élément déclencheur, un tournant en tout cas significatif. Absolument, absolument. En fait, je raconte dans mon livre La fleur au fusil un peu cette histoire, mais c'est vrai qu'il y a eu donc les étudiants là et la rencontre avec mon compagnon parce que pour plaisanter, je lui disais quand je serai à la retraite, j'irai faire psycho en candidat libre, j'irai assister aux cours magistraux en candidat libre et tout. Et très sérieusement, il m'a dit mais Jeanne, pourquoi attendre? Pourquoi attendre d'être à la retraite si c'est vraiment un truc qui te botte et en effet, ouais. Et puis hop, le truc était lancé, quoi. Et en 2012, du coup, je me suis inscrite. Et puis c'était parti pour 7 ans d'études, mais les 3 premières années depuis Dakar. Ah waouh, c'est quand même effectivement assez atypique. Puis après, tu es revenu faire le master en France. Exactement. Je suis revenue faire le master en France, mais je pense qu'il faut qu'on fasse une petite pause ici parce que justement pour les personnes qui éventuellement écoutent ton podcast et sur la thématique quand même de l'expatriation, en tout cas de la vie à l'étranger, j'ai pu faire mes études, cette reprise d'études, donc c'était un institut à distance, ok, mais il en existe plein. Mais ce qui est intéressant là ici, c'est que j'ai pu faire mes examens depuis mon lieu de résidence. Et ça, je pense que c'est... Ouais, je pense que c'est une information qui peut vraiment intéresser les auditeurs, puisqu'il est possible, je ne le savais pas avant, mais voilà, je vous donne l'info, il est possible de faire de son ambassade un centre d'examen. Alors, ça nécessite des petites paperasses administratives, mais le fait est que tous mes examens, je les ai passés depuis l'Institut français, enfin en tout cas des lieux rattachés à l'ambassade. Et alors ça coûtait un peu, c'était peut-être 200 ou 300 euros parce qu'il faut envoyer les copies en avance, en DHL ou je ne sais quelle, de façon sécurisée. Il faut qu'il y ait un correcteur, enfin pas un correcteur mais un surveillant quand même qui soit dans la salle avec moi pendant les X heures d'examen. Donc voilà, c'est un peu de trucs à mettre en place. Et ça, bien sûr, c'est au candidat de payer pour ça. Mais c'était toujours, en tout cas pour moi, c'était toujours moins cher que de me payer un aller-retour pour la France et puis de devoir loger à côté de l'université, etc., etc. Donc c'était vraiment très très confortable pour moi de faire ça et je trouve que ça ouvre des possibilités très grandes, mais aussi pour les gens qui vivent sur place, pour les locaux, de se dire, en fait, je peux accéder à des universités à travers le monde parce que je peux faire, de l'ambassade
l'ambassade, donc c'est plus pour les étrangers, mais bon, il y a peut-être moyen quand même de passer comme ça des examens à l'étranger. En tout cas, voilà, pour les Français qui voudraient voyager, sachez qu'il y a cette possibilité si vous avez un cursus à distance, mais ça se fait de plus en plus en fait. Donc, merci effectivement pour cette précision. Et est-ce que c'était difficile pour toi d'accéder à cette formation, à ce cursus ou tu sais, je sais pas, est-ce qu'il y avait des prérequis supplémentaires du fait que c'était à distance ou pas vraiment? Alors non, le seul truc c'est que je repartais à zéro. J'avais déjà un master en poche, mais là, en fait, d'ailleurs, c'était drôle dans le descriptif, il disait, mais c'est pas parce que vous êtes déjà pilote d'avion que vous pouvez devenir dentiste en arrivant directement en 3e ou 4e année. Et en fait, je trouvais ça tellement juste. Donc j'ai eu quelques équivalences parce que justement, dans mon cursus, j'avais déjà fait des statistiques, j'avais fait de l'anglais, de la psychologie sociale. Donc voilà, j'avais eu des équivalences comme ça, mais bon, pas grand-chose. Et j'ai quand même repris depuis la licence 1. Okay. Donc voilà, c'était le seul truc. Après l'IED, du coup, c'est une formation qui est payante. Donc voilà, enfin il y avait un dossier, il fallait justifier le pourquoi du comment, etc. Mais voilà, ça n'a pas été très difficile d'y entrer. Par contre, le défi c'était d'y rester parce que entre la licence 3 et le M1, puis entre le M1 et le M2, la sélection était drastique. Il fallait vraiment faire partie des meilleurs élèves. Et donc on n'avait quasi pas le droit à l'erreur, quoi. Il fallait vraiment faire partie des meilleurs et donc avoir des très bonnes notes. Donc la sélection, elle était sur le dossier. Ok, je comprends. Puis toi, donc, tu as pu accéder à un master dès la première tentative, d'après ce que je comprends. Puis à l'époque, la sélection était entre le master 1 et master 2. Exactement. Okay. Beaucoup de travail. Beaucoup de travail parce que je suis passée entre la L3 et le M1. J'avais 16 de moyenne. Donc en fait, c'est beaucoup de travail. Ouais. Oui. Ok, bon, génial. Puis ensuite, suite au master, dans quel esprit professionnel tu étais? Alors, une fois mon diplôme en poche, déjà, c'était une belle épopée qui m'a pris 7 ans, moi, parce que j'ai doublé le M1 et doublé le M2. En fait, à ce moment-là, donc j'aurais vraiment aimé travailler en institution. Mais j'étais pas très mobile parce que mon compagnon il avait son job à Toulouse et donc voilà, mon champ des possibles il était quand même limité à notre géographie. Et du coup j'ai envoyé des tonnes de CV et bien sûr ça n'a pas donné grand chose et à un moment donné il fallait que je m'y mette, quoi. Je pouvais pas attendre 6 mois, 1 an qu'un poste se libère, etc. Donc très vite je me suis lancée en libéral. Et j'ai pu le faire parce que j'avais commencé à me former à une thérapie qui s'appelle ICV, intégration du cycle de la vie. Maintenant on dit LI pour Lifespan Integration, ICV. Mais j'avais commencé à me former à cette thérapie-là et donc je me sentais pas complètement désarmée. Même si c'était hyper vertigineux cette affaire, mais voilà, j'avais quand même quelques outils. Et en parallèle, je m'étais inscrite et j'avais été sélectionnée pour un DU de thérapie familiale. Donc j'avais quand même ces 2 outils qui m'ont permis, entre guillemets, de plonger dans le grand bain du libéral. Effectivement, un grand saut. Puis est-ce que toi, tu as ouvert, admettons, ton bureau de façon vraiment 100% solo ou est-ce que tu as rejoint un regroupement de professionnels? Alors, disons que mon bureau était dans un endroit où il y avait 3 autres bureaux, mais il n'y avait pas de synergie. En fait, on ne travaillait pas ensemble. Okay. C'était juste un local, voilà, où il y avait un magnétiseur. Pas de service non plus. Non, c'est pas du tout comme au Canada, justement, où il y a des cliniques de psychothérapie et où du coup il y a un travail peut-être entre professionnels qui peut se faire, ou au moins ne serait-ce que de pouvoir discuter de ce qu'on vit, des patients, voilà, à la pause déj, dans les couloirs, etc. Là, c'était pas... Il y avait une posturologue, un magnétiseur, et oui, il y avait une autre psychologue, mais elle était psy pour enfants, donc en effet, avec elle, on aimait bien échanger, déjeuner ensemble, et puis et un petit peu parfois parler des situations qu'on rencontrait. Mais voilà, c'était plus une location dans un espace qu'à proprement parler un projet d'équipe, pas du tout.
Ok, je comprends. Donc encore plus vertigineux, effectivement. Puis d'ailleurs, comment ça a été le retour en France? Parce que donc je comprends que tu es retourné pour le master, je comprends que le master, ça n'a pas toujours été très linéaire. En plus de ça, difficulté à trouver un emploi dans une institution. Donc on s'adapte de nouveau. Beaucoup d'adaptations. Comment ça a été aussi au niveau culturel de revenir en France métropole? Euh, alors pour moi, c'était un souhait. J'avais envie de rentrer. Ça faisait déjà des années qu'on était au Sénégal. J'étais un peu au bout de ce cycle en fait. J'étais un peu au bout de ce Ok. parcours et finalement il y avait beaucoup de choses qui m'insupportaient de plus en plus et que j'avais beaucoup de mal à supporter dans mon quotidien. Par exemple les enfants talibés. Ça voilà, c'est quelque chose qu'il y a à Dakar et puis dans d'autres pays pauvres C'est en quoi? Afrique. Excuse-moi, je peut-être Eh viens de oui, rentre. les enfants talibés, en fait, pour la faire courte, c'est des enfants qui, sous prétexte d'apprendre le Coran, sont confiés à des hommes, pour la plupart qu'on appelle des marabouts, l'idée c'est qu'ils sont censés leur enseigner le Coran. Mais la réalité, c'est qu'ils les envoient mendier, sous prétexte d'apprendre ce qu'est l'humilité. Sauf qu'en fait, c'est des gamins qui ont la tête remplie de gales, qui ont un t-shirt le même depuis des mois, qui sont pieds nus, qui mangent pas leur faim, donc ils vivent de charité, ils demandent, donc ils font la mendicité toute la journée. Et le plus terrible, c'est que si jamais ils ramènent pas, alors je me souviens plus les sommes. Mais s'ils ne ramènent pas X francs CFA par jour, bah, bien sûr, c'est des gamins qui sont battus. Voilà. Oui, Donc ça, quelque c'était chose une d'atroce. situation, c'était affreux. Et Ouais. à un moment donné, autant les premières années, j'arrivais à m'en accommoder, même si, enfin, c'est pas exactement ça, mais voilà. Mais Ouais. là, sur la fin de cette expérience, ça devenait vraiment insoutenable. Voilà, bon, ça et puis d'autres choses, mais voilà, c'était la fin de mon cycle. J'avais besoin d'autres choses. Voilà, donc à ce moment-là, quand moi je rentre en France, je le vis bien parce que c'est ce que je veux. Mais quand même, je vais parler, parce que ça c'est intéressant justement quand on est expatrié ou qu'on vit une expérience, même quelques mois à l'étranger, c'est le choc culturel retour. Parce qu'on pense souvent qu'on va être très déphasé en partant, mais finalement on se prépare à la Ouais. différence, on se prépare à vivre une expérience incroyable, etc., etc. Mais on se prépare, en tout cas moi, les premières fois où je suis rentrée, c'est après, au bout de 6 mois en fait, où là je me suis pris une claque monumentale, où j'étais pas prête à rentrer chez moi en fait, j'étais pas prête. En plus j'étais dans mon truc, voilà, encore une fois, 20 ans utopique, je vivais ma best life comme on dit aujourd'hui. J'avais rencontré un groupe d'étudiants en sociologie, tu vois, des gens, en plus c'était des artistes, des musiciens, enfin vraiment tout le le combo parfait d'un truc hyper idyllique, ou en tout cas, j'étais contente en fait d'avoir eu des interlocuteurs comme ça, enfin avec qui on pouvait échanger de tout de rien, où on partageait les mêmes rêves. Enfin, c'était hyper beau quoi. Et c'est vrai que le retour en France, j'avais l'impression de moi être une boule ronde, et quand tout était carré autour de moi en fait. Et du coup, ma vision de la France à ce moment-là, c'était hyper compliqué. J'étais là, mais pourquoi il faut s'arrêter au feu rouge, piéton, des trucs comme ça. Mais en fait, tout ma culture, ma propre culture, m'apparaissait comme étrange et étrangère en fait. Et je sais Ok. pas si tu vas faire un podcast dédié à ce choc culturel au retour, mais il est quand même, il faut en parler parce que, en tout cas, moi, j'étais pas prête, hein. Et je suis partie 6 mois. Il m'a fallu 6 mois pour me remettre dedans, en fait. Ça a C'est été fou, très mais dur. puis effectivement, je pense qu'on s'y attend tellement pas du fait que tu dis, bah voilà, j'ai vécu, admettons, 20 ans en France, je connais, je suis française. Et en fait, non, tout est étranger, il faut tout réapprendre. Tu vois les choses avec un regard différent. C'est ça. En fait, c'est qu'on a un nouveau regard sur notre propre culture, et c'est ça Oui, qui peut être un peu, un oui, peu, je un comprends. peu. Puis je te rejoins, j'ai déjà vécu voilà, des sensations similaires, bien que c'était, je pense, à une moindre mesure, hein, parce que le choc culturel du pays d'où tu venais était quand même assez intense. Mais je trouve que ce qui est le plus difficile, c'est aussi ton entourage, parce qu'en fait, tu es la seule à avoir ce regard-là. Et ton entourage, ils sont pas sortis de leur bulle, etc. Donc tu te sens un peu seule, en fait.
Exactement, c'est très juste de mentionner ça. Alors, il y a cette dimension, puis il y a aussi le fait que bah, toi, tu as vécu un truc un peu qui sort de l'ordinaire, justement, et les autres, ils ont continué leur life, et en fait, ils Ouais. n'ont pas ton temps, en fait. Ils n'ont pas ton temps et puis, ils n'ont pas partagé les mêmes choses que toi. Donc, de fait, il y a un espèce de décalage qui se crée avec des gens avec qui on pouvait avoir été très, très proches avant de partir. Donc, il y a ces décalages dans toutes les dimensions de la vie et c'est Ouais. très déstabilisant, très très déstabilisant. En tout cas, moi, vraiment, il m'a fallu 6 mois pour, au début, vraiment 100%, il m'a fallu le même temps d'expatriation pour m'en remettre. Et puis après, plus je faisais des allers-retours, moins c'était percutant, perturbant. Et Ouais, voilà, et tu quand je arrives suis par rentrée, l'exposition, à un moment donné, tu t'adaptes exactement, davantage. tu sais, Et et oui. puis voilà, Mais quand en 2015 on est rentré, moi c'était vraiment une décision, donc j'étais contente en fait de retrouver, de rentrer en France. Ça faisait sens en fait ouais, pour moi. ok. Puis Oui, c'est je pense sûr, je pense que que c'est important. Ça- exactement. Je pense que quand le retour, s'il y a retour, il faut qu'il y ait un projet parce que Ouais, si c'est retour pour retour, et d'ailleurs à ce moment-là, mon compagnon il l'a pas vécu comme moi du tout parce que on est rentré parce que je devais poursuivre mon master en France avec des stages, etc. Dans des structures en France. Mais lui, dans sa tête, il n'était pas tout à fait prêt à rentrer. Et puis d'ailleurs, il continuait son boulot mais à distance. Et puis il y allait un mois, il était là, un mois, il était là-bas. Et pour lui, ça a été un autre retour. On l'a pas du tout vécu de la même manière. Ok, ok, super intéressant. Puis bon, c'est pas le sujet, puis on ira sur la suite de l'histoire, mais je trouverais ça aussi super intéressant de faire un épisode sur les différences dans la dynamique de couple dans le cadre d'une expatriation, parce que c'est aussi quelque chose qui peut être très challengeant. Donc bon, en tout cas, on met ça en pause, puis pourquoi pas y revenir Ah, c'est une bonne idée. C'est top. Mais dans un encore autre aujourd'hui, contexte. hein, on a encore des Non, visions mais différentes. c'est super intéressant. Moi aussi, j'aurais beaucoup de choses à dire. Je trouve que c'est tellement riche. Ok, bon, en tout cas, donc là, tu reviens en France, donc c'est un choix. Donc voilà, c'est un choix un peu plus qui permet d'avoir une adaptation un peu plus sereine, si je puis dire, dans cette nouvelle culture, pas si nouvelle, mais nouvelle quand même, qu'est la France. On s'installe en libéral, on fait le saut dans le vide. Qu'est-ce qui se passe pour toi après? Alors donc, en effet, je pratique en tant que libérale, en tant que psychologue en libéral, et assez vite, finalement, je sens une forme d'inconfort. Alors, au début, j'ai beaucoup d'enthousiasme, je suis vraiment hyper contente, hyper satisfaite, j'ai beaucoup d'énergie, etc., etc. Mais vraiment, assez vite. C'est pas 20 ans, quoi, hein, c'est vraiment assez vite, au bout de peut-être de 3 ans. Là, je sens que c'est pas tout à fait la même chose. J'ai peut-être un peu moins d'entrain, je sais pas si c'est le terme. En tout cas, je sens que j'ai du mal à me ressourcer. J'ai du mal à. C'est comme si je vidais mon seau, mais que j'arrive pas à le remplir et que pour fonctionner, j'aurais besoin que ce seau soit rempli en fait. Et Est-ce que si il je m'a peux me fallu. permettre de rebondir sur quelque chose que tu as dit avant, est-ce que tu dirais que c'est comme si là, tu as l'impression de donner plus que de recevoir? Et encore Ah une ouais. fois, je veux pas me... Ouais, Ouais, je pense qu'il y a, ouais, il y a un truc de cet ordre-là, ouais. Je pense, enfin, ok. en tout cas, c'est vrai que en tant que psychologue, il y a une posture, il y a une écoute, il y a une concentration Ah oui, qui est quand même assez dingue. ouais. Alors, je travaillais pas 35 heures semaine, j'en aurais été bien incapable. J'étais autour de 20-25, ce qui peut paraître pas beaucoup pour plein de gens, mais en fait 25 heures d'attention active 100% où on n'est pas là en train de faire de l'Instagram, du Facebook, de réserver ses vacances à Majorque, etc., etc., ou d'aller boire un café avec un collègue. Je dis pas que les autres gens travaillent pas, mais en tout cas dans d'autres façons de travailler, il y a ces petits moments comme ça où Oui. on peut un peu s'évader, etc. Là, c'est vraiment une concentration, une écoute, j'insiste, hein, mais qui prend beaucoup d'énergie, qui prend Puis une énormément. posture, hein, parce qu'au-delà effectivement de l'attention, quand on prend un café, quand on est devant son ordinateur, en fait, on est peut-être pas nous-mêmes là, c'est peut-être moi qui fais une dissociation, mais on a quand même une posture professionnelle tellement, peut-être pas rigide non plus là, je pense que c'est pas forcément le terme, mais voilà, tellement importante à tenir, je sais pas, et En tout cas, 25 heures.
Clairement, quand tu bosses tout seul devant ton ordi, tu peux être un peu avachi, tu Oui, peux c'est être ça, c'est ça. mal habillé, Exact. Alors que là, non, il faut quand même, en effet, moi je faisais très attention à comment je m'habillais, en effet, comment on se tient, etc. Oui, et ça demande aussi de l'énergie, tout à fait. Et donc, pour continuer l'affaire, il m'a fallu du temps, en fait, pour comprendre d'où venait le problème. Parce que, bon, pour moi, c'était un métier que j'avais voulu. J'avais repris mes études. Dans les premiers mois, j'étais vraiment très enthousiaste, très satisfaite. La formation en thérapie familiale, c'était un pur bonheur. C'était sur 3 ans, c'était vraiment fantastique. Et puis, bon, bah voilà. Donc, j'ai commencé à me dire, bah, je vais aménager un peu mon emploi du temps. Peut-être que je travaille trop, donc j'essaye d'enlever un peu là, enlever un peu là. Moi, je faisais de la peinture, enfin j'en fais toujours, mais en tout cas à ce moment-là, j'avais un atelier de peinture, et puis ça faisait longtemps que je voulais reprendre la peinture à l'huile. Alors du coup, je me suis organisée pour justement refaire un peu de Tetris dans mon emploi du temps, pour rajouter cet atelier. Et puis au début, bah, je prenais pas trop de vacances, et puis ma propre psy à l'époque, elle m'avait dit, ah bah tu sais, moi Jeanne, je prends toutes les vacances scolaires. Je dis là, quand même, toutes les vacances, ça fait beaucoup et tout. Et en fait, très vite, j'ai un peu fait la même chose. Je prenais plus seulement une semaine pendant les vacances des enfants, mais 2. Et puis bah, après l'été, je travaillais le mois de juillet, je travaillais pas le mois d'août, mais elle breakait vraiment les 2 mois en fait. Et bah, petit à petit, voilà, j'ai essayé de mettre des choses en place, sauf que en fait, ça changeait pas grand-chose. J'arrivais, alors j'étais contente, hein, sur le moment, oui, ça remplissait mon seau, ça me revitalisait. Plus tard, j'ai découvert ce mot, c'est Pascale Brion qui parle ça, qui est canadienne d'ailleurs, psychologue canadienne, et qui a édité un bouquin qui s'appelle Entretenir sa vitalité des dents. J'avais pas le mot à l'époque, mais c'est ça. En fait, mon activité professionnelle me dévitalisait, vraiment. Et donc j'ai essayé de mettre des choses en place, mais c'était jamais suffisant en fait. Et jusqu'à un jour où je me dis non mais en fait le problème c'est mon activité en fait. J'ai beau prendre des vacances, faire de la peinture, etc., etc. Visiblement, j'y arrive plus en fait. J'y arrive plus. Et c'est là, à ce moment-là, où j'étais dans le mal. Non, mais vraiment, j'étais dans le mal. J'étais dans l'inconfort. Et c'était très compliqué pour moi parce que je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas. Mais dans le même temps, j'étais bien avec mes patients. On faisait un travail satisfaisant, les patients avançaient, il y avait de l'évolution, il y avait entre guillemets des résultats, etc., etc. Donc, genre de quoi je me plains, quoi. Qu'est-ce qui va pas? Parce qu'en fait, comme ça, sur le papier, ça allait bien. Et donc pendant un an et demi, j'ai morflé. Et c'est à ce moment-là que l'idée est venue. Donc c'est mon compagnon qui a amené l'idée de repartir à l'étranger. Parce que ça y est, on a eu 2 enfants là, pendant la période où on était en France. La petite dernière, elle approchait des 3 ans. Et donc on commençait à se dire, ah bah tiens, est-ce que ça serait pas intéressant, pourquoi pas, de repartir un peu. On savait peut-être qu'un jour on le referait. Et là, visiblement, on s'était dit, bah tiens... ça pouvait être le moment. Et c'est comme ça que l'idée est venue. Et puis bah voilà, on a construit notre nouveau projet d'expatriation. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il a évolué, il a changé les destinations, c'est là, là, enfin, bon, voilà. Mais en tout cas, ce nouveau départ a été l'occasion pour moi de basculer en fait. Enfin, ça s'est fait progressivement, ça s'est pas fait comme ça. Mais ça a été l'occasion en effet pour moi de basculer et de me dire bah, comment je peux exercer mon métier autrement. Super intéressant. Et Et est-ce que, avant que tu nous dises un peu le résultat, qui t'a aidé dans ces réflexions? Parce que, encore une fois, quand tu es seule avec toi-même, puis effectivement, le problème, il n'est pas évident, hein, tu te sens quand même plutôt bien avec tes patients, tu as choisi de faire ces études, en même temps, tu sens qu'il y a quelque chose qui cloche. Est-ce que c'est ta psychologue? Est-ce que c'est ton entourage? Où on peut trouver de l'aide, justement, si on est dans ces réflexions? non, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai morflé parce que parce qu'en fait, je pense que j'ai mis du temps à identifier Ouais. qu'est-ce qu'elle n'est pas en fait, quel était le problème. Et tu parles de ma psy, mais figure-toi que j'ai mis beaucoup de temps à lui en parler parce que j'avais un peu, là c'est vraiment une confession que je fais ici, confidence pour confidence, mais en fait je me sentais pas légitime de lui dire, en fait je crois que j'aime plus exercer ce métier. Parce Parce qu'elle-même que était petite.
Alors oui, et en plus c'était dans un cadre un peu particulier parce que du coup j'avais choisi cette psychologue parce qu'elle était formée donc à la thérapie ICV avec laquelle je travaillais et en fait je l'avais choisie elle parce qu'elle était certifiée ou agréée ou je ne sais pas quel est le terme et que moi-même je voulais tendre vers cette agrémentation. Et donc, Ok. c'est vraiment un sujet que je pouvais pas aborder, enfin, je me suis pas autorisée à l'aborder avec elle, parce que je me suis dit, bah, en fait, si je lui dis que j'ai des doutes, voilà. Donc, j'étais un peu prise dans ce truc, donc c'est vrai que j'ai même pas pu en parler avec elle, et encore une fois, il m'a fallu du temps pour comprendre ce qui se passait. Alors j'ai essayé des trucs, des protecteurs, comment est-ce que je peux énergétiquement me protéger. J'ai fait des trucs et des machins, je suis assez curieuse moi, et ouverte, donc voilà. Donc à ce moment-là quand même, j'ai fait pas mal de pratiques énergétiques en me disant mais ça se trouve, tu vois, il faut que je me protège finalement des histoires des patients, de l'énergie des patients, de l'émotion des patients. Donc comment je peux avec une petite pierre dans la poche, me laver les mains au sel, enfin bon, des pratiques qui somme toute n'ont pas vraiment fonctionné puisque ça n'a rien changé. C'était pas le problème en fait. Ben, non. C'est ça, mais non, Hmm. j'ai été très très seule. Franchement, ça a Ok. été une période hyper dure pour moi. Après, heureusement, donc avec mon compagnon, on communique beaucoup, vraiment, on met des mots sur ce qu'on ressent. Enfin, en tout cas, voilà, on élabore ensemble. En fait, on a vraiment cet exercice-là de pouvoir se parler. Alors, ça ne veut pas dire que on a des solutions, etc. Mais en tout cas, c'est un espace Oui. de sécurité et de confiance et où on peut se parler. Donc, je pense que lui m'a beaucoup aidé et comme il m'avait dit quelques années auparavant, ben, en fait si tu veux, enfin pourquoi attendre la retraite pour faire psycho, ben là c'était ben, en fait si t'es mal arrête. Enfin, pour lui c'était un peu d'une simplicité déconcertante. Pour moi, c'était un peu plus complexe. J'étais, ah ouais, non, mais en fait, j'ai refait 7 ans d'études. Ça fait finalement pas très longtemps que je gagne ma vie, et encore, je la gagne pas bien, parce que quand on est psy, à bosser 20 heures, on ne gagne pas bien sa vie. Enfin bon, du coup, j'avais beaucoup de sujets qui faisaient que j'ai pas réussi à lâcher, en fait. J'ai pas réussi à lâcher aussi facilement que ce que lui il disait, quoi. Et même quand on est parti, bon là, c'était plus une forme d'éthique professionnelle, mais du coup, entre guillemets, je suis partie avec mes patients. C'est-à-dire que j'ai annoncé aux patients que j'allais partir, et ceux qui ont bien voulu poursuivre en visio, on a poursuivi en visio. Ok. Voilà, parce que c'était pas question que moi je m'en aille et que je les laisse là en plein milieu de la thérapie. C'était vraiment ça, c'était pas pour moi, c'était pas possible. C'était vraiment pas possible. Donc j'ai tenu une année. Donc là j'avais une dizaine de patients. Une fois qu'on arrive l'été, donc les vacances estivales sont souvent l'occasion bah, de se questionner en amont bien sûr, mais de qu'est-ce qu'on fait, on en est où de la thérapie, c'est quoi le bilan, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête, etc., etc. Donc au bout de l'année 1, sur les 10 patients, il y en a 5 où la thérapie s'est suspendue parce que voilà, on arrivait au bout d'un cycle là encore. Avec 5 autres, on a poursuivi, puis ça s'est arrêté un peu de façon naturelle. Et il y a quand même une patiente qui aurait eu besoin de continuer. On était vraiment en plein dans un travail. Et où là, vraiment, au bout de 2 ans, je lui ai dit, écoute, je suis vraiment désolée, mais là, il faut que je passe la main parce que j'y suis plus. En fait, j'étais plus dans cet accompagnement-là, donc en fait, c'était pas correct vis-à-vis Oui. d'elle de poursuivre, alors que ma tête, elle y était pas, quoi. Oui, je comprends. Mais je trouve ça, encore une fois, assez beau que ton second projet d'expatriation, en fait, soit un levier pour toi de lâcher prise plus facilement. Effectivement, on change de contexte. On dirait que c'est en sortant de ta zone de confort que toi, tu te réalises, hein. Écoute, je l'avais jamais analysé comme ça, mais écoute, merci pour, pour cette lecture. Ben, peut-être, écoute, peut-être qu'en tout cas, ouais, encore une fois, il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, ou alors c'est une opportunité de faire autrement. Ouais, c'est du coup, bah, Bien sûr. à y Mais tu l'as être. saisi, hein, l'opportunité, parce que tu sais, j'en connais plein d'autres. Donc moi, il y a beaucoup de psychologues qui me contactent pour aller exercer au Canada. Puis Mhm. en fait, voilà, des fois, ils ont un métier, ils ont un diplôme. Alors évidemment, il faut exercer le même ailleurs. Mais en fait, non. Il peut avoir des alternatives, il peut avoir des titres différents. Peut-être que l'équivalence, ça te correspond pas. Peut-être qu'il y a... Et je trouve ça beau de se poser la question parce que peut-être pour toi, ça te paraît évident, mais je te jure, ça l'est pas pour tout le monde.
Ouais, mais je vois très bien parce que c'est vraiment un exercice difficile d'accepter qu'on veut plus être psychologue en fait. Enfin, en plus, je Ouais, sais pas si avec ce métier, je pense que c'est pas comme n'importe quel autre métier. non, C'est vraiment de se dire, bah, en fait, c'est un métier où je suis là pour accompagner les autres dans leur cheminement, dans leur réflexion personnelle, etc. Pour moi, c'est quand même un privilège aussi d'avoir cette posture-là. Et du coup, de dire, bah, en fait, je veux plus faire ça, c'est dur à s'avouer à soi-même et du coup, c'est dur à avouer aux autres, en fait, en disant, bah non, ça suffit, je veux plus m'occuper oui, des gens. Ça peut, oui, tout à en fait. fait, on peut avoir peur de passer pour l'égoïste de service. Enfin, j'en sais rien, mais je pense que ça charrie quand même beaucoup de représentations, d'idées reçues, de trucs et de machins qui sont difficiles à laisser partir. Puis je trouve que la dernière cliente patiente dont tu fais référence, là, tu as clairement affirmé que tu choisissais toi. Tu sais, t'as un peu tenu pour effectivement l'éthique et puis voilà, pour faire ça bien. Mais là, tu t'es dit que tu arrivais au bout de tes limites, puis tu t'es choisi toi. Et je trouve que c'est un bel exemple aussi pour cette patiente, en fait. Tout à fait. Bah, en fait, je rendais service à elle enfin à moi, mais aussi à Ouais. elle, évidemment, hein. Mais Oui, oui. voilà, c'est vrai que si enfin pendant 2 ans, j'ai tenu entre guillemets, j'ai continué. Alors après, c'était pas très chronophage, hein, parce que c'était quelques heures dans la semaine, c'était pas. Mais justement, mon compagnon me disait, mais Jeanne, arrête, en fait, ça te bouffe. Parce que, en gros, j'étais donc, peut-être qu'on en parlera tout de suite après, mais donc je me suis lancée dans ce podcast. Et en fait, du coup, je suis dans une forme de créativité, en fait. Parce que quand j'écris un script, ben, en fait, c'est un travail d'écriture. Donc, j'ai besoin de tirer le fil comme ça. Et quand j'avais commencé à bosser, et ben, devoir m'arrêter parce que j'ai la consultation avec ma patiente, genre, Oui. non, non, j'ai pas envie. Mais je le faisais quand même. Mais c'est vrai que du coup, mon compagnon me disait, mais Jeanne, mais arrête. Et j'étais là, mais je peux pas, je peux pas. Il dit, mais si, tu peux. Donc voilà, donc j'ai négocié avec moi-même pendant 24 mois, un peu Oui. lente quand même. Et en effet, arrivé à un moment donné, j'étais là, non mais là, il n'y a plus de négociation possible en fait. C'est plus, là, c'est bon, j'ai donné, je suis allée au bout de ce que je pouvais faire. Et vraiment, pour elle, enfin, je ne devenais plus une bonne professionnelle en fait. C'était ça Bah oui, aussi. c'est ça, parce que t'avais plus envie d'être dans cette posture. Exactement. Et donc, je l'incarnais pas bien. Et Mais oui. plein de fois, d'ailleurs, sur cette fin de thérapie, bah, il y a eu des petites choses où j'ai merdé. Parce que, en fait, Oui. j'étais plus dedans, j'étais plus à ma place, en fait. J'étais plus à ma place. Et donc, voilà, à un moment donné, à qui je parlais? Est-ce que je parlais à la patiente? Est-ce que je parlais à la mère de famille? Est-ce que je parlais à cette femme qui me ressemblait tellement? Donc, en fait, j'étais plus à ma place, vraiment. Et puis, selon les jours. Donc Oui. vraiment, il fallait que ça cesse pour moi, mais aussi pour elle, en fait, pour qu'elle puisse avoir quelqu'un en face qui soit accordé vraiment dans sa posture, quoi. Mais en tout cas, merci beaucoup de nous partager un peu toutes ces vulnérabilités parce que je trouve que c'est en parlant plus peut-être que les professionnels vont avoir plus de facilité à mettre des mots sur ce qu'ils vivent, sur ce qu'ils ressentent, aussi peut-être à ouvrir le champ des possibles sur d'autres manières d'exercer un métier similaire ou le même métier, hein, parce qu'après on peut le faire aussi de façon différente. Mais oui, je trouve ça vraiment super intéressant. Et je rebondis parce que, en fait, pourquoi ça a été si difficile et que je dis que j'ai morflé là, comme ça? C'est qu'en fait, et c'est ma collègue Aurélie qui dit ça dans la première série de mon podcast, là, on l'entend à un moment donné, où elle dit, pour moi, psychologue, c'est pas un métier, en fait, c'est une identité. Oui, Et je trouve que c'est assez juste. Et du coup, c'est difficile. Autant on peut arrêter un métier, mais on peut pas arrêter d'être soi. Ça, autrement plus complexe. Et en fait, j'avais pas envie de plus être psychologue parce que c'est vraiment un domaine qui me régale, enfin qui me passionne vraiment littéralement. Et donc, il n'était pas question de ne plus être psychologue. Mais il était question de ne plus exercer en tant que psychologue en libéral, en fait. Je pense que mon enjeu à moi, il était à cet endroit-là. Donc c'était comment je peux continuer à faire de la psychologie sans avoir, parce que moi, ce qui était dur pour moi à porter, c'était d'avoir le sentiment, alors peut-être que, tu vois, les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là, c'est du n'importe quoi. En tout cas, c'est mon ressenti. Mais c'était d'avoir le sentiment d'avoir une forme de responsabilité dans le mieux-être des personnes.
Euh, et ça aussi, j'ai donné la parole à quelqu'un qui pense comme moi, où souvent quand on est psy, on dit qu'on a une obligation de moyens mais pas de résultats. Et moi, j'arrive pas à être en accord avec cette expression. Alors certes, le psy doit mettre tous les moyens en œuvre pour accompagner son patient, mais quand même, à un moment donné, il vient toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois, peu importe, il s'organise dans son emploi du temps, il vient nous voir, ça nous coûte du fric, parce que, en tout cas en France, voilà, on n'est pas encore au remboursement de la thérapie, etc. Et donc, fuck, en fait, je suis un service comme un autre. Et puis, pas n'importe quel service, c'est qu'on parle d'humain, en fait. On parle tu vois, des dames, quoi. Donc, oui, moi, je me sentais quand même une forme de responsabilité. Je me sentais responsable de la personne, elle vient me voir parce qu'elle a tel problème. Et donc, je suis responsable du fait qu'elle arrive dans le temps. Alors, il n'y a pas d'urgence, mais elle arrive dans le temps à aller quand même un peu mieux. Et en fait, cette responsabilité devenait de plus en plus lourde pour moi à porter. Donc finalement, c'était de cette responsabilité-là dont je voulais me dégager. Mais il n'était pas question que j'arrête d'être psy parce que la psycho m'intéresse beaucoup. Et c'est comme ça qu'il y a eu l'idée du livre, du podcast, en me disant comment est-ce que je peux continuer à apporter des choses, mais différemment, autrement, et peut-être finalement en étant plus à distance parce que là, je travaille seule. Et la vérité, c'est que ça me convient très bien. Ça, encore une fois, la posture est différente. Puis avant qu'on y arrive, juste une petite question pour toi. Est-ce que justement au niveau de ce sentiment de responsabilité, toi, quand tu étais en France, tu faisais les rencontres en personne dans ton cabinet? Ou est-ce que tu faisais... Ok. Est-ce que le fait d'être en personne ou en visio, la modalité, est-ce que ça c'était quelque chose qui était aussi un peu... qui te freinait dans ta liberté ou... Non, pas du tout. Ok. En fait, ma propre thérapie, je l'ai faite à distance parce que j'étais à Toulouse et ma psy était en région parisienne. Et honnêtement, vraiment aucune incidence sur l'efficacité de la thérapie, enfin sur les effets de la thérapie, Ouais. vraiment. Et puis toi-même individuellement, t'avais pas une préférence quelconque là? Alors c'est vrai que c'est toujours plus sympa de voir les gens en vrai de vrai, mais en tout cas, je pense pas que dans cette seconde partie, que c'est pu avoir une incidence quelconque. Ok, ok. Puis ce que je remarque dans ton parcours, c'est que tu as l'air d'avoir tellement d'intérêts différents. Tu mentionnais que voilà, la fibre artistique, voilà, la fibre du voyage, de l'ouverture d'esprit, etc. Puis je peux comprendre, je peux imaginer qu'effectivement avoir une posture de psychologue clinicien où on fait des interventions 20 heures, 25 heures plus par semaine, ben en fait ça te laisse peut-être peu de place à toutes les autres facettes de toi parce que tu es fatigué. Est-ce que c'est un peu ça aussi qui était difficile pour toi, c'est que ça prenne un peu trop de place finalement dans ton identité? Oui, je pense que tu mets le doigt, oui, sur quelque chose. Et en fait, j'avais pas assez de créativité dans ma vie, même si on dit que la thérapie est un art. Néanmoins, j'avais pas assez de créativité dans ma vie. Ça, c'est évident. Et là, aujourd'hui, et en fait, moi, c'est ça qui me nourrit. C'est le fait d'être dans cette créativité. Et donc, longtemps, je me suis dit, parce que je suis un peu obsédée par la peinture, j'aime vraiment ça. Et donc, longtemps, j'étais là, mais en fait, est-ce que j'arrête pas tout pour devenir peintre? Et en même temps, je suis nulle, enfin, je suis nulle. Juste, j'aime le fait de peindre, mais je veux dire, je suis pas. Tu veux pas en faire de métier? En tout cas, pas maintenant. En tout cas, aujourd'hui, Peut-être à la retraite, c'est ça? Voilà, peut-être à la retraite. Ça viendra peut-être avant, mais non, mais en tout cas aujourd'hui ce que je fais c'est pas waouh, c'est ça que je veux dire. Du coup je sors pas du lot, etc. Donc il n'est pas question de se dire ah ouais mais en fait t'as vraiment un truc, t'as vraiment un don, vas-y tu peux y aller. Mais aujourd'hui ma créativité elle passe par l'écriture en fait. Parce que quand j'écris un script d'un épisode, en fait pour moi écrire c'est de l'art en fait. Et je vis plus. En fait, si je devais me définir, je pourrais dire que je suis artiste psychologue, vraiment, parce que pour moi, écrire, c'est de la créativité. En fait, c'est vraiment, je peux exprimer ce que je veux dans cet exercice-là, tout le temps faisant le pont, le lien avec la psycho. Et d'ailleurs, cette année, j'ai lancé une série que j'ai appelée les recos psy de Jeanne, parce que donc c'est vrai que ça, c'est un truc que j'adore faire, recommander des œuvres, et je le faisais beaucoup avec mes patients, selon la problématique amenée par le patient. Ah tiens, ça me fait penser tel livre, tel podcast, tel film. Et là, du coup, j'ai décidé d'en faire une série. Et du coup, le pont, l'écriture, le podcast,
Les films, pour moi, c'est le domaine des arts, en fait. Le cinéma, c'est le Oui. 7e art, etc., etc. Donc, du coup, voilà. Là, je suis dans un espace qui est beaucoup plus confortable pour moi parce que l'art a une place beaucoup plus importante. Et du coup, je me sens pas du tout dévitalisée. Au contraire, je peux... Enfin, là, j'expérimente vraiment ce que c'est la vie d'entrepreneur où, en fait, mon cerveau travaille la nuit pendant que je dors, en fait. Et Oui, ça ne parfois, il me s'arrête jamais. réveille. Ça s'arrête jamais, alors c'est fatigant aussi, mais ouais, il y a des fois, je me lève à 2, 3, 4 heures du mat quand j'ai un truc dans la tête, il faut que je le sorte. Donc ça m'arrive de faire des sessions de travail de 3 à 5. Alors c'est pas, je suis pas insomniaque du tout, mais ça m'est arrivé ou ça m'arrive de me lever un dimanche matin à 7 heures du mat parce que voilà, j'ai un truc dans la tête et que j'ai besoin de le poser. Ça m'arrive de bosser le week-end, voilà, mais je le vis pas mal, pas une seule seconde en fait. Puis tu as la place pour t'écouter. Voilà, comme tu dis, tu es seule devant ton ordi. Donc en réalité, tu choisis un peu ton rythme. Mais en tout cas, je suis très contente pour toi que tu aies pu trouver une posture qui te ressemble, en tout cas qui te convient, en tout cas la Jeanne d'aujourd'hui. Hein. Après, il y a toujours des évolutions et c'est ça qui est Ouais. super beau. Est-ce que tu peux peut-être nous présenter ton podcast pour ceux qui Avec ne le plaisir. connaissent pas? Avec plaisir. Donc, je l'ai appelé La psy, c'est pour les fous, avec l'idée de combattre les idées reçues sur les psys et la thérapie. Et puis, finalement, avec ce podcast, comme je disais tout à l'heure, j'ai beaucoup reçu avec la thérapie. Elle m'a beaucoup apporté, elle m'a transformée vraiment. Et du coup, j'ai envie de porter ce message-là en disant, la thérapie peut vous aider à être, alors pas une meilleure version de soi-même, parce que ça c'est très développement personnel et il ne s'agit pas de ça du tout, mais plutôt justement d'accueillir ses vulnérabilités, d'accueillir ses fragilités et de s'accepter tel qu'on est tout simplement et d'arrêter et de pas se mentir ou d'essayer d'être comme ci comme ça parce que c'est ce que la société attend de nous ou de réussir à être en paix avec soit des personnes, soit des pans de son histoire. Enfin, en tout cas, je pense que la thérapie peut vraiment aider tout à chacun à se libérer. Alors de quoi, ça dépend des uns des autres. Mais en tout cas, moi, c'est mon expérience et du coup, c'est ce message que j'ai envie de partager. Et c'est vrai que toutes les séries, là, je vais en lancer beaucoup cette année, là, très, très prolifique, ça va dans le même sens. Je vais proposer différents formats, etc. Mais le message est toujours le même. C'est peut-être donner l'élan, vous donner envie de prendre ou reprendre rendez-vous. Enfin, vraiment créer un élan de « Ah oui, peut-être que j'ai vécu ça, peut-être que ça vaudrait le coup moi aussi de... » Là, le premier truc qui me vient en tête, c'est le deuil, en fait. Le deuil est rarement accompagné, alors que ça peut être quand même une drôle d'expérience. Enfin, oui, une sacrée expérience, une drôle d'expérience qui peut laisser des traces, etc. etc. Et en fait, rares sont ceux qui spontanément se disent bah, tiens, là, je suis en train de vivre ça, c'est pas rien, je vais faire un bout de chemin avec un thérapeute pour m'accompagner dans ce travail-là, en fait. Et souvent, c'est pas fait. En tout cas, quand on voit les deuils qui ont été d'il y a 20 ans, 30 ans et qui se répercutent, qui sont toujours là finalement et on a du mal à mettre le doigt dessus. Donc c'est pas forcément de s'engager dans une thérapie de 15 ans, mais parfois voilà sur des petits moments de se faire accompagner parce que ça aide justement à élaborer et puis à avancer tout simplement. Donc mon podcast, c'est vraiment dans cet objectif-là de réussir à donner l'envie, peut-être aux uns aux autres, de s'engager dans cette démarche-là. J'avais tendance à dire travail, mais en fait, j'aime pas trop ce mot travail, mais c'est plutôt voilà, une démarche personnelle d'exploration de soi, de ses émotions, de ses pensées, de ses ressentis. Voilà, c'est un peu l'objectif. Et du coup, avant de lancer le podcast, j'ai écrit un livre en 2024 qui s'appelle La fleur au fusil. Et là, j'ai partagé, donc c'est autobiographique, j'ai partagé mon histoire, mais toujours dans le même objectif de dire, voilà mon histoire, le tableau, c'est ça. Voilà mes interactions relationnelles avec les membres de ma famille, voilà ceci, cela. Et la thérapie, elle m'a permis de travailler tout ça, de dépasser tout ça. Donc j'ai écrit cette histoire pas pour me mettre en avant, mais pour donner un exemple en fait de ce que ce travail thérapeutique peut amener dans la vie d'un sujet. Et en effet, j'aime bien que tu dises la Jeanne d'aujourd'hui parce que clairement la Jeanne que tu as en face de toi, c'est pas celle d'il y a 5 ans, 10 ans et encore
moins d'il y a 20 ans, quoi. Ça, c'est évident. Et en fait, je me sens très, très bien. La Jeanne de 40 ans se sent beaucoup mieux que la Jeanne de 35, de 30 ou de 20. Enfin, mais 1000 fois, je ne retournerai pas en arrière. Trop bien, bah écoute, je vais mettre toutes les ressources en description de cet épisode. Est-ce que le livre ou le podcast, tu dirais qu'il est plus orienté pour les professionnels ou alors aussi pour les personnes qui ne sont pas professionnelles? Alors, mon intention, elle est plutôt grand public. Elle est plutôt de m'adresser aux personnes qui n'ont pas la connaissance. Néanmoins, ça peut très bien faire sens pour les professionnels, ne serait-ce que pour recommander, voilà, des épisodes ou bien le livre, en fait, pour quelqu'un qui aurait un vécu un peu similaire au mien, donc famille très dysfonctionnelle. Voilà, ça peut être des recommandations. Et donc dans le podcast, la première série, je l'ai appelée Les coulisses du métier de psy. Donc j'avais vraiment besoin de parler du métier, de poser les bases, de dire mais en fait c'est quoi ce métier, quels sont les enjeux, qu'est-ce qui se passe réellement. Et donc là, je pense que cette série, pour le coup, s'adresse quand même plus aux professionnels. En tout cas, c'est pas qu'elle s'adresse, c'est qu'elle va plus intéresser les professionnels parce que ça parle d'eux et ça parle d'eux comme on a pas forcément jamais, mais en tout cas comme on n'a pas l'habitude d'entendre parler d'eux. Et du coup, je pense que, en tout cas, je sais que j'ai été beaucoup écoutée par les psychologues et c'est une série qui peut être hyper utile aux étudiants ou en tout cas aux personnes qui se questionnent à se dire est-ce que je m'engage dans ces études ou pas, ou des personnes qui comme moi ont voulu se reconvertir, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, et puis justement ce genre de participation à ton podcast ou à celui de Clarence dans ma Révolution Pro, voilà, c'est encore une fois de dire ça c'est mon expérience. Alors elle est très subjective, mais c'est intéressant quand on est dans des questionnements comme ça de voir voilà ce que les autres ont fait pour nous aider à prendre des décisions en fait. Puis je trouve ça intéressant, tu l'as mentionné brièvement, même si les professionnels écoutent les séries suivantes, c'est vrai qu'en tant que psychologue, on peut avoir des contre-transferts qui viennent justement être davantage exacerbés par notre propre histoire. Donc je trouve ça intéressant aussi d'apprendre à se connaître à travers le patient finalement et donc d'avoir une... J'ai l'impression que ton podcast, on peut avoir une double lecture, que ce soit à travers peut-être un contre-transfert en tant que professionnel, si jamais on vit des choses à travers nos consultations, etc., ou simplement en tant que grand public qui se questionne de façon plus générale. Je ne sais pas si je me trompe. Alors moi, je parle plus de résonance que de contre-transfert, mais après ça c'est juste un terme. C'est une sorte de terminologie. Voilà, qui fait référence à un courant plutôt qu'un autre. En tout cas, ce que je propose, clairement, c'est une articulation théorico-clinique. Donc moi, c'est ce qui m'a plu dans les études de psycho, en fait, c'est quand enfin la théorie était illustrée par l'exemple. En fait, c'est là que, en tout cas, que moi ça me parle. Donc du coup, j'ai besoin de proposer ça. Et en effet, dans les épisodes longs, donc ce que j'appelle mes séries documentaires, je donne et la parole à des experts, donc des professionnels, des psychos, ou ça va dépendre, des thématiques, médecins, psychiatres, etc. Et en plus, je donne la parole à des personnes qui ont vécu ce dont on est en train de parler, en fait. Et en effet, le fait d'avoir cette double lecture fait que finalement, le podcast s'adresse autant aux professionnels alors je sais pas comment dire parce que souvent j'ai envie de dire monsieur madame tout le monde, mais je trouve ça un peu péjoratif, mais en tout cas les novices, en tout cas les non initiés, voilà. Oui, ok. C'est bon à savoir, donc toutes les ressources seront disponibles dans la description de cet épisode. Je te remercie beaucoup, Jeanne, pour ton authenticité, ton partage d'expérience. Est-ce qu'il y a un mot de la fin que tu souhaiterais faire pour conclure cet épisode ? On peut revenir sur le sujet du podcast. Je trouve que les expériences de vie à l'étranger, elles sont dingues. Donc, elles sont là aussi. Je veux dire, c'est un peu comme la thérapie pour moi. C'est transformateur en fait. En effet, tu l'as dit, ça permet de se confronter à une culture qui n'est pas la nôtre et donc forcément ça nous apporte quelque chose, ça nous fait sortir de notre zone de confort. Voilà, en tout cas, c'est des expériences de vie qui peuvent être très difficiles, mais aussi délicieuses, ou en tout cas qui laissent pas indifférent. Je pense qu'on est, si on était tu vois, une mode de glaise, évidemment que le voyage façonne. Certainement, sans aucun doute. Sans aucun doute.
Merci beaucoup, Jeanne. Merci à Puis je toi. te souhaite une belle journée et j'invite tous nos auditeurs à aller consulter toutes les ressources dont tu nous as parlé. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. À bientôt. Pour aller encore plus loin, n'hésitez pas à consulter notre site web, le lien est en barre d'infos. Tu y retrouveras de nombreuses offres d'emploi pour les professions médicales, paramédicales, spécifiquement dédiées aux personnes expatriées. Tu retrouveras de nombreuses informations sur l'équivalence de diplôme, l'immigration et les offres exclusives de nos entreprises partenaires qui t'aident dans ton expatriation. Moi, c'est Amélie, je suis également expatriée, professionnelle de santé, et j'aide les personnes comme toi dans ce processus de déménager notre vie professionnelle à l'étranger. N'hésite pas à me contacter via notre site web ou simplement en laissant un commentaire sous cet épisode si tu veux toi aussi être accompagné dans ce projet.